Bonjour à toutes et à tous. Désolée de ne pas pouvoir être parmi vous. Je suis retenue à Paris où j'avais plusieurs interventions cette semaine. Alors, je ne vous vois pas. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Mais en tout cas, je salue tous, élèves, étudiants, personnels, participants à cette séance, à la fois en présentiel et puis en ligne sur la chaîne YouTube de l'école. C'est une très grande joie pour moi de prononcer à distance ces quelques mots d'accueil à l'occasion du lancement de notre ouvrage Bâtisseuse de la lecture publique, une histoire des premières bibliothécaires 1900-1950, publié aux presses de l'ENSIB dans la collection papier. L'année éditoriale 2024 de l'ENSIB s'ouvre bien avec ce beau livre qui s'inscrit dans la continuité d'un autre ouvrage qui est Figures de bibliothécaires, vaste entreprise collective conduite déjà sous la direction d'Isabelle Antonucci, et publié également aux presses de l'ENSIB en 2020. Pour ces deux ouvrages, j'ai eu le grand plaisir de rédiger l'avant-propos, et si tous les ouvrages publiés par l'ENSIB me sont chers, mais ces deux-là le sont particulièrement, je dois dire. Alors pour Bâtisseuse de la lecture publique, Isabelle Antonucci a mené une vaste enquête à la recherche des traces laissées par les femmes bibliothécaires entre 1900 et 1950. L'historienne Arlette Farge, qui a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage, a salué le défi exceptionnel que constituait ce travail, avec cette phrase que je retiens: dans nos habitudes de lectrice ou de chercheur, la bibliothécaire est un personnage si présent que l'on ignore ce que fut le voyage infernal des femmes qui voulurent exercer ce métier, un voyage infernal. Et en effet, à travers un essai et 64 notices, ce travail d'Isabelle nous permet d'appréhender la détermination qu'il a fallu aux femmes pour accéder au métier de bibliothécaire et la ténacité qui a été la leur pour finir par y arriver. En portant son regard sur l'histoire de ces professionnels des bibliothèques pionnières, dont certaines sont connues mais d'autres plus méconnues, Isabelle Antonucci met également en lumière le soutien de leur hiérarchie, la confiance de leur père masculin, la confiance dont elles ont bénéficié pour accéder parfois aux plus hautes fonctions. On ne parlait pas à proprement parler de mentorat à l'époque, mais l'idée était déjà là, en germe. L'ouvrage contribue en filigrane à souligner l'importance de la structuration des parcours de formation, des cursus de formation, qui ont permis aux femmes de mettre en lumière leurs compétences, puisque assez souvent dans ces parcours, lorsqu'elles ont pu y accéder, eh bien, elles étaient mieux notées, mieux classées que leurs collègues masculins. Alors, vous vous en doutez, l'ENSIB, grande école de service public, est très sensible à cette question. L'école a rejoint, pour la formation des conservateurs de l'État des bibliothèques, le tronc commun de l'Institut national du service public, l'INSP, qui vise à créer une culture commune de l'encadrement supérieur avec une attention constante menée aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'ENSIB attache une grande importance à la notion d'égalité à travers son action de recherche, de formation, d'édition et son plan d'action d'ailleurs en faveur de l'égalité femmes-hommes. Comme tous les EPSCP, l'ENSIB a un plan qui est en cours de renouvellement en cette année 2024. Alors quelques exemples, chaque année, des mémoires, des travaux d'étudiants, d'élèves conservateurs, conservatrices sont consacrés à la question des femmes, du genre en bibliothèque. Dans le domaine de la recherche, Balisage, qui est la revue de recherche de l'ENSIB, a consacré l'année dernière son numéro 5 à la façon dont le genre agissait sur les lieux de diffusion de savoir. Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, l'ENSIB a aussi créé une formation courte, une formation focus en 3 heures, Agir pour l'égalité en bibliothèque. Et dans la collection boîte à outils des presses, on peut également citer l'ouvrage collectif Agir pour l'égalité, questions de genre en bibliothèque, presse de l'ENSIB en 2021. Et cet ouvrage a été coordonné d'ailleurs par Florence Salanouve, qui est présente sur scène ce soir. Alors, je remercie infiniment Isabelle Antonucci pour sa présence à l'ENSIB, dans les murs, Suzanne Kovacs, qui est professeure des universités et directrice de la collection papier, et puis l'équipe des presses dans son ensemble, et Florence pour ses relectures attentives et l'animation qu'elle va faire de ce débat. Je vous invite également à découvrir l'exposition à l'ENSIB, des très belles photos
qui mettent en lumière la riche iconographie de cet ouvrage. Il y a un travail remarquable sur l'iconographie. Et vraiment, le travail publié dans ce livre donne un visage, une voix à ces femmes à qui la lecture publique en France doit tant. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je laisse tout de suite la parole à Florence Salanouf qui va modérer cet échange. Et je vous laisse parce que j'ai un autre engagement malheureusement. Donc, décidément, je n'aurais fait qu'une brève apparition, mais croyez bien que les propos tenus sont tout à fait sincères. Je souhaite bonne chance à cet ouvrage et merci encore à Isabelle de l'avoir proposé et coordonné. Bonne soirée. Merci beaucoup Nathalie pour ton mot d'introduction et tes encouragements. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Salanouf, directrice de la valorisation de l'ENSIB. Alors c'est une immense joie pour moi, un immense bonheur d'accompagner la parution de cet ouvrage sur une thématique qui m'est particulièrement chère. Le livre, vous l'avez compris, s'intitule Bâtisseuse de la lecture publique, les premières bibliothécaires, 1950. En voici l'ouvrage. Je crois qu'il va pouvoir circuler pour que vous puissiez un petit peu le feuilleter et en regarder le sommaire et également les belles photos et les illustrations qui enrichissent l'ouvrage. Donc pour le présenter, le mettre en lumière, j'ai le grand plaisir d'avoir auprès de moi l'autrice de l'ouvrage Isabelle Antonucci et Suzanne Kovacs. Je vais vous présenter, même si nous vous connaissons évidemment, mais Isabelle Antonucci, vous êtes conservatrice honoraire des bibliothèques et historienne, chercheuse associée du laboratoire du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et parmi les ouvrages que vous avez dirigés, on peut mentionner Figure de bibliothécaire, mentionnée par notre directrice auprès de l'ENSIB. Suzanne Kovacs, vous êtes professeure des universités à l'ENSIB, directrice de la collection papier et membre du laboratoire HELICO, équipe de recherche de Lyon en sciences de l'information et de la communication. Et vos travaux de recherche portent sur les cultures informationnelles et les processus de médiation et de circulation des savoirs. C'est bien ça. Et vous venez vous participer à un ouvrage. Vous venez de m'en donner la carte postale. Le numérique, une affaire d'homme aux collections des presses universitaires de Septentrion. Et donc, votre dernier article en lien avec cette question-là, en relation avec la question des femmes et des hommes, du coup. Alors, avant de commencer à échanger entre vous deux, je signale simplement que le livre est disponible en version papier dans les librairies. Vous pouvez le commander, vous pouvez vous le procurer, et également sur Open Edition Books en version numérique. Alors, pour commencer, je vais partir de la couverture. Cette image que vous voyez, cette photo que nous avons choisie pour la publication de cet ouvrage. Il s'agit de Jenny Foster-Delso. Donc une photo de 1936 à Charmey, en Suisse. Alors on la voit, le visage serein, sourire au coin de l'œil, son regard qui porte au loin. Jenny Foster-Delso, c'est une figure peu connue, pas très connue de l'histoire des bibliothèques au XXe siècle. Et elle a tenu un rôle de premier plan dans la récupération des livres spoliés qui s'est organisée après la Seconde Guerre mondiale. Elle a un parcours académique brillant, un engagement exceptionnel et qui lui valut la Légion d'honneur. Et ce tableau semble tout à fait idyllique. Et pourtant, Arlette Farge, dans sa préface, nous l'annonce tout de suite, que votre travail, Isabelle, souligne le voyage infernal des bibliothèques qui voulurent exercer ce métier. Nathalie l'a dit dans son mot d'accueil, c'est ce voyage infernal des femmes qui voulurent exercer ce métier. Le message est très fort. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce voyage infernal ? Alors donc, c'est vrai que ça peut paraître étonnant quand aujourd'hui 90% des bibliothécaires sont des femmes, d'imaginer qu'en 1900, quasiment, il n'y avait aucune femme dans les bibliothèques. Alors,
Il y avait peu de femmes, de toute façon, qui exerçaient des métiers intellectuels, hein. Les femmes se forment à la fin du 19e siècle, hein, suivent des parcours qui leur permettent doucement d'intégrer certaines professions. Ensuite, il y a l'accélération de la Première Guerre mondiale et puis aussi l'accélération des techniques de communication, ce qu'on n'appelle pas encore comme ça, mais bon, voilà, un besoin d'instruction plus fort et donc un besoin de lecture publique, hein. Et donc doucement, je vais revenir sur ce terme Oui, il d'ailleurs, faut revenir sur ouais, lecture publique. voilà, un besoin un peu plus important de bibliothécaires ouverts vers l'instruction, la communication, le prêt. Et c'est là que les femmes, tout doucement, s'insèrent. Alors moi, j'ai retrouvé des premières traces 1900. Alors, il y a certainement, et j'en parle dans le livre, hein, il y a des femmes dans le réseau des bibliothèques paroissiales au milieu du 19e siècle, dans les bibliothèques populaires à partir des années 1860, 1870. Mais on a du mal, c'est de la micro-histoire. Enfin, il faudrait à chaque fois retourner sur les lieux, si jamais ils ont gardé leurs archives, pour retrouver leurs traces. La première femme, c'est 1905, hein, Clémence Liebolt-Seiter à Mulhouse, voilà, qui va faire une carrière jusqu'à ses 78 ans à Mulhouse. Et voilà, elle pénètre doucement dans les 20 premières années du siècle. Alors, lecture publique. Aujourd'hui, quand on évoque le terme de lecture publique, pour les professionnels, on pense aux collectivités territoriales. Moi, j'ai choisi ce mot parce que quand ce qu'on appelle le courant des modernistes, Eugène Morel, Coyec, etc., réfléchissent à promouvoir les bibliothèques et à promouvoir des bibliothèques ouvertes sur le public, des public libraries. Donc Eugène Morel voulait que ça s'appelle des librairies publiques. Et puis finalement, c'est le terme lecture publique qui va s'imposer. Mais ces femmes, qu'elles travaillent à la Bibliothèque nationale comme Suzanne Briet qui ouvre la salle des catalogues, elle fait une interface entre le public et les collections. Donc le terme de lecture publique, enfin, toutes ces bâtisseuses de la lecture publique, elles sont autant en bibliothèque universitaire, en bibliothèque spécialisée, elles sont tout autant aussi bénévoles dans des toutes petites bibliothèques municipales que dans des grandes bibliothèques. Mais pour répondre à la question de ce voyage infernal, alors qu'en est-il au XXe siècle? Parce que Michel Perrault écrit dans un de ses livres « La bibliothèque du XIXe siècle est une citadelle imprenable pour les femmes ». Une citadelle imprenable pour les femmes. Le mot est fort, encore une fois. Qu'en est-il au XXe siècle? Est-ce qu'il y a une évolution entre 1900 et 1950? Bah oui, Qu'est-ce que vous ont dit vos recherches? Oui, bah le métier se féminise. Enfin, alors qu'il n'y a aucune femme. Alors, quasiment la première femme à rentrer dans un service de collection à la Bibliothèque nationale, c'est Myriam Foncin en 1920. Et elle a une lettre de recommandation où on lui dit, où la personne qui recommande dit n'ayez pas peur, elle n'est pas trop jolie, donc elle ne va pas effrayer ses collègues. Et la loquacité du beau sexe aussi, elle n'est pas très bavarde. Voilà. Donc au début, elle pénètre tout doucement. Alors, il y a des femmes formées d'abord, enfin des femmes qui ont fait des études. Il y a des postes quand même qui s'ouvrent. Bon, Nathalie Marcerou-Ramel l'a rappelé. Il y a un certain nombre de formations qui se mettent en place et les femmes rentrent dans ces bibliothèques. Alors, c'est considéré comme un métier tout à fait honorable. Les métiers d'institutrice, d'aide chimiste, d'infirmière, de juge pour enfants sont considérés comme des métiers acceptables pour les femmes. Donc, tout doucement, une porte va s'entrouvrir. Elles vont rentrer très progressivement dans le métier, prendre des places subalternes, hein, bien sûr, hein, jusqu'aux années 50. Bon, il y a on les connaît, hein, il y a quelques pionnières, il y a quelques personnalités fortes qui investissent un peu tous les milieux, qui sont dans les associations professionnelles, qui qui réussissent à avoir des directions de services. Mais sinon, elles rentrent par la petite porte et elles restent dans des fonctions subalternes pendant longtemps. Et elles restent dans des fonctions subalternes et les discours des hommes ou de l'administration publique sont particulièrement violents. Elles font face à des grandes difficultés, elles ont de peine à se montrer, à être intégrées. On est dans une société qui porte un discours, ce qu'on appelle un discours essentialiste, c'est-à-dire la femme
a une place, hein, voilà, et l'homme a une autre place et chacun doit occuper la fonction qui correspond à son sexe. Donc les femmes sont minutieuses, dévouées, gentilles, enfin gentilles au public, ordonnées, propres, voilà. Et donc elles sont tout à fait adaptées à classer des fiches, épousseter des rayonnages, voilà, à faire le petit travail des petites tâches de la bibliothèque. Bon, surtout ne pas toucher aux collections et aux érudits. Il faut aussi se rappeler la grande misère des bibliothèques jusqu'en 1950. Où est-ce qu'elles arrivent, hein? Elles arrivent quand même dans un secteur qui, voilà, avec une gestion de fonds patrimoniaux importants, investis par des érudits, et puis une frange de la profession, voilà, ce qu'on appelle les modernistes, qui voudraient ouvrir la bibliothèque. Mais c'est encore tendu jusque dans les années 45. Et voilà, il faut convaincre. Et les femmes, je pense qu'elles vont être très importantes dans cet élargissement des publics, et élargissement des fonctions aussi, hein. Mais les moyens viendront doucement. Ça, donc elles sont des vectrices de modernisation, donc les femmes. Vous avez cette formule, elles sont actrices ou motrices d'innovation à bas bruit. Est-ce que peut-être que Suzanne, vous pouvez peut-être dialoguer avec Isabelle à ce sujet? Je sais que en discutant sur cette table ronde, vous m'aviez indiqué qu'il y avait un intérêt sur cette question-là, l'innovation à bas Merci, bruit. Florence. Est-ce que ça marche, le micro? Oui, merci beaucoup Florence et Isabelle pour ces éclairages. Effectivement, en lisant l'ouvrage, on a bien l'impression qu'on a deux évolutions qui se dessinent. La modernisation de la lecture publique, progressive, très progressive, et la féminisation du métier qui va commencer doucement à se mettre en place. Et tu suggères, sans le dire très explicitement, on se demande quels sont les points de contact entre ces évolutions et quelle est cette inventivité finalement, quelle est la nature de l'inventivité à bas bruit, malgré voilà, ces positions subalternes, malgré les discours sur les femmes, malgré le statut, les fonctions qui leur sont assignées. Quelle est la nature de cette inventivité? Il y a une phrase dans l'ouvrage qui est « Les hommes sont des managers, les femmes inventent ». Et il y a un chapitre qui s'appelle « Les hommes dirigent, les femmes inventent ». Les hommes dirigent, ouais. Voilà, parce que un certain nombre de femmes vont donc investir des sujets qui vont être les sujets porteurs après la Seconde Guerre mondiale, en fait, hein, dont toutes les techniques documentaires, les catalogues collectifs. Alors les hommes y travaillent aussi, hein, bien sûr. Le bibliobus, le premier bibliobus français, il est porté par une femme, c'est Victorine Vérine en 1931 dans l'Aisne, hein. C'est une femme qui met en place, construit par Renault, le premier bibliobus. Alors, bien sûr, hein, les bibliothèques pour la jeunesse, elles sont tout de suite affectées aux femmes, ça c'est évident, mais l'action culturelle aussi, qui démarre tout doucement. Ce sont donc, alors ce que je dis, c'est que c'est vrai que les femmes du coup ne sont pas accaparées par les tâches politiques, financières, managériales, et donc du coup j'ai l'impression elles se créent pas l'impression, j'en suis sûre, elles se créent un espace, elles se construisent un espace. Alors parfois sur des tâches qui peuvent paraître subalternes. Enfin, par exemple, Yvonne Audon, elle travaille sur les fiches de prêt. Hein, s'il y a des vieux bibliothécaires, ils ont peut-être connu les fiches de prêt avant l'informatisation. Bon, avant, il y avait des registres au 19e siècle, et donc ce sont les Américains qui introduisent ces fiches. On met des petits tampons, là, on met des dates. Et donc, Yvonne Audon, qui a passé 2 ans aux États-Unis à l'université de Michigan, elle introduit cette technique dans les bibliothèques. Alors, ça peut paraître annexe et pas très important, mais en fait, dans le quotidien, tous les jours, ça simplifie énormément la vie. Myriam Foncin, par exemple, elle travaille sur les bibliographies destinées aux petites bibliothèques.
rappelle, Myriam Foncin, c'est une spécialiste de la cartographie et elle, parallèlement, elle est investie dans les équipes sociales, donc dans un rôle militant, et elle travaille pour les petites bibliothèques rurales. Vous parlez de ces figures, de ces noms. Ça m'amène à cette question. Qui sont ces femmes? Quel est leur profil sociologique? D'où viennent-elles? Alors, évidemment, elles arrivent en règle générale de milieux plutôt bourgeois, hein, voilà, fonctionnaires, médecins, avocats. Alors, j'ai pas réussi à retracer toute la généalogie de mes femmes support, on va dire, entre guillemets, dont j'ai utilisé les parcours, mais elles viennent plutôt de classes assez privilégiées et elles ont toutes, enfin, à 95%, elles ont toutes fait des études de licence, enfin voilà, études supérieures. Hein. Oui, donc en fait, ce sont des héritières qu'on voit dans le livre, pour partie. Un certain nombre, il y a un certain nombre. Oui, il y a un certain Et nombre donc, est-ce que d'héritages. c'est le manque d'informations sur celles qui viennent d'horizons un peu plus modestes, ou est-ce que Alors, quelle est la on part n'arrive de... pas, Oui. forcément à remonter les sources de toutes les personnes. Hein. Voilà, on n'arrive pas forcément à savoir. Dans un dossier de carrière, par exemple, il n'y a pas la profession des parents. Donc, pour obtenir quelle était la profession des parents, c'est pas toujours évident. Alors, après ce voyage infernal, on va inverser la donne et à contrario, dans le livre, Isabelle, vous mettez en évidence le soutien, les encouragements dont les professionnels ont bénéficié tout au long de leur parcours. Des soutiens, des rapports de stage élogieux de leur chef, de leur père masculin. Est-ce que, en lisant votre livre, on est marqué par les lettres, notamment échangées entre Julien Quin, le directeur de la Bibliothèque nationale, et ses collaboratrices, où on voit qu'il y a un échange très, très précieux, très proche, presque intime, en fait, et qui n'est pas tout à fait. Ouais, alors cette histoire des femmes, elle se fait pas contre les hommes. Enfin, les femmes bibliothécaires, elles ne rentrent pas dans les bibliothèques, même si elles sont pas toujours très bien accueillies. Voilà, elles sont quand même acceptées. Et ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est la dichotomie entre le discours ambiant sur la place des femmes. Voilà, il y a beaucoup de citations dans le livre d'hommes bibliothécaires qui mettent les femmes plutôt à une place voilà, de subordonnées. Et en même temps, par contre, dans tout ce qui est rapport de stage, évaluation de carrière, là, les principaux adjectifs, c'est intelligente, compétente, curieux. C'est pas du tout dévoué, aimable et et bien rangé. Donc, ce que je me dis en analysant ça, c'est que eh bien, la femme devient une collègue. Elle est sur le terrain avec ses collègues et du coup, elle prend tout à fait une autre dimension. Elle devient une bibliothécaire tout à fait responsable et à qui on va pouvoir donc donner des fonctions. Peut-être Suzanne, Oui, concernant la voix, les espaces de parole. Oui, dans le prolongement de ce que tu viens de dire, on est frappé en lisant aussi que malgré le discours terrible, violent, agressif, misogyne, que se développent progressivement des espaces de parole pour ces femmes bibliothécaires, que ce soit par l'implication associative, et des associations féministes. Suzanne Brie a fondé aussi une association importante, mais aussi des espaces pour la publication, notamment la publication dans des revues professionnelles. Et donc, on se demande un petit peu quelles sont les modalités de publication, comment est-ce qu'elles y entrent, quels sont les modes d'évaluation et de publication qu'elles peuvent commencer à développer par rapport à cette presse professionnelle. Alors, celles qui y rentrent, ce sont celles que l'on appelle aujourd'hui les pionnières, en fait. Hein. Donc, quand j'ai commencé ce livre, il y avait environ 15 femmes connues des professionnels des bibliothèques, hein, pas à l'extérieur. Voilà, Briet, Audon, Gruny, voilà. Et les figures tutélaires, et elles cumulent en fait un certain nombre de responsabilités. Elles sont toutes directrices d'établissement, militantes associatives, voyageuses dans des congrès internationaux professionnels. Et elles peuvent écrire aussi, elles inventent des nouveaux services, elles créent
des bibliothèques, et ce sont quasiment les seuls qui réussissent à pénétrer la presse professionnelle. Hein, voilà. 10% environ, hein, quand j'ai fait un certain nombre de calculs, hein, dans les associations professionnelles, dans les publications, il n'y a jamais plus de 10% de femmes, et ce sont toujours les mêmes noms que l'on retrouve. Oui, une histoire peut-être à faire de ces publications professionnelles. Certainement, il y a des sujets de ce que recherche tu as à vu, suivre. voilà, sur la nature, les sujets abordés, le style d'écriture, la manière dont ça médiatise la profession. Voilà. Donc il y avait pas mal de questions, je pense, suscitées par ces quelques commentaires sur la revue professionnelle investie par les femmes. Je vais en venir maintenant à une question qui est essentielle pour l'histoire de ces femmes. C'est la question des sources. Michel Perrault, encore une fois, évoque les femmes et les silences de l'histoire. Et est-ce que vous avez été confronté au silence des sources à leur sujet? Totalement. Donc, je répète, une quinzaine de personnes connues, et puis ensuite, grand vide. Hein. Alors, peut-être localement, voilà, elles étaient connues, mais sinon, pas de nom. Et comment vous les avez atteints? Voilà, comment faire pour comment chercher des noms? atteindre ces femmes? Alors, après, c'est une belle rencontre aux Archives nationales. Un archiviste qui m'a dit, mais après avoir quand même pas mal cherché pour répondre à ma question, qui m'a dit, mais vous devriez consulter le journal officiel, et dans le journal officiel, vous allez trouver les nominations. Et donc, effectivement, j'ai pu accumuler 100, 150 noms, parce qu'à l'époque, journal officiel, les nominations de bibliothécaires étaient indiquées, ainsi que les différentes récompenses qui peuvent exister dans la fonction publique. Ensuite, j'ai fait un appel aussi à la communauté de bibliopathes. J'ai passé un message, et là, ça a suscité un vif intérêt. Beaucoup de collègues, en fait, qui sont allés rechercher voilà, dans leur histoire, et qui m'ont donné des noms. Parce que ce que je cherchais, c'était des noms. Donc, j'ai ensuite eu à peu près 200 noms. Et à partir de ces 200 noms, pas été forcément facile de retracer les histoires, mais les biographies, mais j'ai réussi à peu près à reconstituer une soixantaine de biographies. Alors, mon idée, c'était, il fallait surtout que j'ai une base représentative. C'est-à-dire, alors, donc j'avais des critères chronologiques que des femmes nées avant 1920, hein, fixe, enfin bien précis. Et ensuite, voilà, je voulais des femmes qui ont travaillé si possible, un peu dans toutes les régions de France, un peu dans tous les types de bibliothèques. Voilà, je voulais que mes 60, j'avais pas de chiffre, hein, 60, 70, mais enfin, il m'en fallait quand même une petite centaine, soient issus de différents types, de différentes conditions d'exercice, pour essayer de retracer leur parcours. Et puis ce parcours, je l'ai comparé, bien sûr. Alors ça, c'est des sources brutes. Ensuite, on demande des dossiers de carrière, voilà, des archivistes très sympathiques qui vous scannent les dossiers, qui vous les envoient, qui évitent trop de déplacements. Donc il y a des sources primaires qu'on confronte ensuite. Ah oui, je vous ai mis quelques archives qu'on confronte ensuite à l'histoire des bibliothèques. Parce que mon propos, il navigue toujours entre l'histoire des femmes et l'histoire des bibliothèques. Hein. Et tout ça intégré dans un contexte historique particulier. Voilà, donc là, vous avez alors les courriers, de très beaux courriers dans les dossiers de la Bibliothèque nationale. Les dossiers de carrière, c'est celle d'après. Voilà, hein, les lettres de recommandation, voilà, non, ça c'est, oui, les CV, voilà, les cartes, donc qui nous a permis d'avoir pas mal d'iconographie. Voilà, j'ai bien aimé Simone Pétremont, elle est bibliothécaire et philosophe. J'ai bien aimé le tombeau, parce que bon. Alors, qu'est-ce que c'est le tombeau? Attendez, le tombeau. Ah oui, je le vois. Ouais, tombeau. Alors, je suis pas archiviste, hein, donc je ne sais pas ce que c'est que tombeau. Donc, voilà, tout un ensemble de courriers. Donc Robert Doléan, c'est une jeune femme qui, à 24 ans, part vivre 4 ans en Chine, échange avec la Bibliothèque nationale de Pékin. Voilà. Et donc elle vit en Chine. Donc on voit que les courriers sont lus, hein, c'est souligné. Donc il y a monsieur l'administrateur. Enfin, il y a vraiment une relation. Voilà. Alors, à l'époque, c'est un petit monde, hein, la Bibliothèque nationale. Ils doivent être quoi, 50. Donc, on voit qu'il y a quand même une ambiance manifestement chaleureuse.
hein, et on l'a pas dit, mais le rôle des hommes est important, hein, ils ont accompagné les carrières de ces femmes, hein. Là, vous avez la lettre d'Hélène Frémont à Julien Quint également. Bah, Donc ça, ces sources, vous les avez trouvées donc, dans les dossiers de personnel à la BNF oui, voilà, ouais, qui voilà, sont ouverts. alors Vous non, pouvez- il faut auxquels vous avez accédé. demander. Non, D'accord. c'est pas accessible. Mm. Voilà. Enfin, de toute façon, il y a 50 ans. Voilà, il faut. Donc ça, c'est toujours les dossiers de carrière Oui, de voilà, la je fais un Bibliothèque petit nationale, mixte. des rapports de l'inspection également. Alors oui, ça c'est aussi, évidemment, j'ai aussi beaucoup utilisé les rapports de l'inspection, hein, qui sont très riches aux Archives nationales, parce que là, au fil de certains rapports, une femme travaille, elle est très appréciée, voilà. Enfin, donc on voit, on n'a pas forcément les noms, mais c'est mentionné. Enfin bon, les inspecteurs généraux mentionnaient quand même, surtout dans les années 20, hein, l'arrivée des femmes. Après, ça l'est beaucoup moins. Mais... Alors, expliquez-nous ce dossier du personnel titulaire. Voilà, donc ce sont des dossiers. Alors, il y a des choses totalement inintéressantes, hein. Il y a des choses qui sont, voilà, les montées en grade, les arrêts maladie, voilà. Puis en plus, ça a l'air d'être très variable selon les types de conservation, hein. Il y a des dossiers qui sont très épais, d'autres qui sont très fins. Voilà, il n'y a pas. Arlette Farge, dans sa préface, dit que c'est une documentation aride. Oui. Est-ce que vous confirmez? Alors, moi, j'ai le goût de l'archive, hein, comme Arlette Farge. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir. Enfin, pour moi, voilà, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est de travailler sur des documents originaux et puis de les relier avec une histoire d'ensemble. Mais ce qui m'intéresse, c'est de partir de sources primaires. Et ça, ce sont des sources primaires, hein, de parler. On va voir des photos après, peut-être. Tout à fait. Donc là c'est un élément qui n'est pas dans le livre. C'est le chien de Madame Dobelmann. Ouais, alors oui, Mademoiselle Dobelmann, donc bibliothécaire en chef de la bibliothèque de Toulouse. Parce que, alors, il y a beaucoup d'éléments dans ces dossiers de carrière qui m'ont permis de construire une troisième partie qui s'appelle Scènes de la vie quotidienne. Et donc, où je parle des voyages des bibliothécaires, des lectures des bibliothécaires, des familles, voilà, du catholicisme, voilà, de la religion, par exemple. Voilà. C'est grâce à... J'ai pu construire un peu un focus sociologique sur ce qu'elles étaient. Bon, par contre, je n'ai pas pu passer le chien de Madame Dobelmann parce que je n'ai pas réussi à le mettre. Alors, j'ai amené là, parce que c'est quand même... Donc, Madame Dobelmann est bibliothécaire en chef à Toulouse et il n'y a plus de veilleurs de nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle a mis un chien, elle a dû acheter un chien et elle se plaint parce qu'elle souhaiterait que son chien que les frais qu'occasionne son chien soient pris en charge par la ville. Donc, vous voyez, c'est quand même 2 pages entières, hein, sur le chien de Madame Dobelmann, plus celui-ci, hein, la note de service qui alors donc, face à la mobilisation générale, le chien est devenu plus de veilleur de nuit, donc le chien est devenu un bon gardien et à force d'échanges avec le maire, il est intégré dans les effectifs de la bibliothèque. Mon chien est désormais fonctionnaire, nourri avec les eaux grasses des fourneaux économiques comme les chiens des cimetières. Voilà, donc le chien et elle précise, Madame Dobelmann, qui était une sacrée chef de service, hein, et ce n'est pas pour mon agrément que j'ai cette énorme bête. Donc vous avez trouvé des perles dans toutes ces sources et vous n'avez pas tout mis dans l'ouvrage. Non, pas du tout. Vous ne pouviez pas tout mettre. Donc on a également des exemples d'admission en école de bibliothécaire. Donc ça, ce sont les fiches, on ne doit pas très bien voir, mais ce sont les fiches de l'école, de la première école de bibliothécaires faite par les Américains dans les années 1920. Hein, et donc, une fiche, alors je ne vois pas très bien, mais on demande si elles ont des problèmes physiques. Hein, voilà, donc, entre autres, toute leur lecture. Donc, j'ai pu... voilà, tout ça est conservé à l'Institut catholique de Paris. Et donc, toutes ces fiches permettent, par exemple, sur les lectures, de reconstituer quelles étaient les lectures de ces femmes qui arrivent. Donc ça, on est 1925, 1926.
Et justement, quel est le portrait? Est-ce qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer de ces listes d'ouvrages par rapport aux habitudes de lecture, Oui, de type le roman français. Alors, oui, oui, roman français contemporain, Louis Hémon, par exemple, bon, qui a vendu 1 million d'exemplaires dans les années 20, et ben, il est régulièrement cité. Ils n'oublient pas non plus de mettre Eugène Morel, hein, qui est prof à l'école des bibliothécaires, hein, quand même. Surtout des romans, en fait, hein, Romain Rolland, enfin, ce qu'on lisait à l'époque, un petit peu du 19e siècle, Hugo, Zola, Dumas, voilà, ceux qui sont passés à la postérité. Assez peu de lecture documentaire, en fait, hein, un peu de poésie, et puis roman russe, voilà, roman anglais aussi, anglo-saxon. Il y a également donc toutes ces sources, les faire-part de décès également. Parfois, Parfois. parce qu'elle est décédée en exercice, hein, donc dans ces cas-là, il y a le faire-part de décès. Donc là, vous avez, ah oui, bon, enfin, Madeleine Tartary, vous irez voir, c'est une grande voyageuse, donc c'est un personnage assez intéressant, et d'ailleurs, assez exceptionnel, enfin, vraiment une personnalité. Donc elle meurt au Brésil d'une septicémie, et donc ensuite elle est rapatriée. Oui, le dernier exemple que j'ai mis sont par exemple les notes, les fiches de notation d'Eugène Morel et d'Ernest et de Gabriel Henriot, hein, voilà, qui notaient les élèves. Donc ça, toutes ces sources ne sont pas forcément dans le livre, mais c'est à partir de là que vous avez élaboré votre ouvrage. Et il y a l'iconographie. Alors l'iconographie, Nathalie Marceau-Ramel nous a indiqué tout à l'heure qu'il y avait une exposition, et je le redis encore une fois, il y a une exposition à l'extérieur de l'amphithéâtre. Peut-être, Suzanne, concernant l'iconographie, ça soulève des questions parce que les images dans l'ouvrage, on a des légendes, mais on se pose des questions sur toute cette culture matérielle qui est dévoilée à travers les images. On voit des scènes de travail, les gestes des bureaux, des meubles, les habits qui contraignent parfois, qui est mentionné dans l'ouvrage. Les mouvements, il est mentionné également, mentionné que les femmes n'ont pas le droit de regarder par la fenêtre ou regarder dans les miroirs. Et donc, c'est une iconographie qui montre un peu toutes ces des contraintes et cette vie des bibliothèques, les meubles, les scènes d'accueil, d'animation, de liens avec les usagers. Et des contraintes. Et d'autre part, dans le texte, un peu en dehors de l'image, c'est dommage qu'on n'a pas des images, mais il y a Hélène Frémont qui a fait un voyage très impressionnant à travers les États-Unis, qui a loué une voiture, vendu sa voiture, qui a une vie assez extraordinaire, un événement assez extraordinaire dans sa vie. Qu'est-ce qui, pour vous, ressort de ces images, notamment Oui, pour moi, c'était vraiment important de trouver des images parce que je pense que ça illustre. Et puis, on vit aussi dans un univers de l'image quand même. Hein, donc, c'est pas si évident parce que prenez-vous en photo dans votre univers professionnel parce qu'en fait, c'est pas une pratique courante et vous imaginez bien qu'elle l'était encore moins dans les années 30, 40, parce qu'il n'y a pas tellement de photos d'avant. Donc, ça matérialise. Hein, vraiment, ça matérialise quand on voit les banques de prêt, voilà, les femmes aux banques de... Alors, ce ne sont que des images où on voit des femmes. Hein. Il n'y a pas d'image de bibliothèque, on ne voit que des êtres humains sur toutes ces images. Hein. C'était l'idée. Donc là, je remercie Cédric Vigneault avec qui j'ai travaillé pour trouver les images, pour négocier les droits, ce qui n'a pas été trop difficile, mais ça, c'était une de mes... Enfin, voilà, ça a été un de mes soucis de toujours chercher des images. Et quand j'avais une bibliothécaire qui se dessinait sous les archives, j'essayais aussi de pouvoir l'illustrer. Hein. Ça n'a pas été toujours possible. Hein. Une dernière piste avant de laisser la parole au public concernant les différents projets à venir. Ce livre donne du grain à moudre pour des pistes de recherche à proposer. Alors, je vais peut-être poser la question d'abord à Suzanne concernant les pistes de recherche et ensuite à Isabelle qui va nous donner également des pistes. Suzanne, qu'est-ce que... Je pense que c'est sorti de nos échanges déjà. Hein. Là, j'ai mentionné cette participation à la publication. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment et par quels moyens, par quelle modalité cette publication professionnelle a démarré et quelle était la place et la part des femmes
dans ce développement de cet espace d'échange et de mise en avant de médiatisation du travail. Donc ça, c'est une chose voilà, que je trouve passionnante. Je ne sais pas si vous avez découvert des mines ou des éléments ou une possibilité, un potentiel pour aller plus loin. Et puis, cette question de la culture matérielle des bibliothèques, qui n'est peut-être pas l'ordinaire, le quotidien et la relation physique aux meubles et au travail qui commence à être un petit peu plus développée dans l'histoire du travail, l'histoire sociale, c'est-à-dire voilà, ce que les images peuvent nous aider à dévoiler, à comprendre. Ces deux choses, je ne sais pas si vous avez d'autres... Alors oui, moi j'ai d'autres pistes. Alors il serait intéressant de faire une analyse quantitative. Moi, je n'ai pas fait d'analyse quantitative. Par exemple, une comparaison des déroulements de carrière. Prendre des gens qui arrivent à la même date dans différentes bibliothèques, enfin dans les mêmes bibliothèques, hein, et de voir comment se déroulent les carrières des hommes et des femmes. Là, moi je l'ai pas fait ça, hein, mais ça serait intéressant de voir quels ont été les freins aux carrières des femmes. Alors, ouais, un sujet sur lequel j'aimerais vraiment bien me pencher, c'est la lecture rurale. Hein, les femmes investissent les BCP, hein, les bibliothèques centrales de prêt qui naissent en 1945, sont tout de suite investies par les femmes. Donc, pourquoi les femmes ont trouvé cette place dans la lecture rurale? Alors, j'aimerais bien aussi travailler sur les militantes de la lecture publique, c'est-à-dire c'est la génération d'après. Les années 60, voilà, toute la banlieue rouge, par exemple parisienne, parce que je connais mieux la région parisienne, mais voilà, toutes ces femmes qui ont porté la lecture publique à partir des années 60, quand il y a vraiment l'effet de modernisation et que là, on est dans un univers quasiment féminin. Et là, ça serait bien aussi de faire des interviews, hein, parce qu'elles sont encore vivantes pour certaines, donc d'aller les voir et de les interviewer. Et puis, il y a également ce projet Voilà. de dictionnaire en ligne Oui, voilà. qui est en train d'être mené à l'Université d'Angers. Donc, peut-être vous pouvez Ouais, donner avec grand quelques plaisir. mots. Donc ça, je suis très contente parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le dictionnaire figure de bibliothécaire, pour moi, il devait être un dictionnaire en ligne. Et puis finalement, on a fait un ouvrage papier. Mais voilà, j'avais toujours l'idée de faire un dictionnaire en ligne. Et lors d'une rencontre avec Florence Alibert, maître de conférence Master Infocom de l'Université d'Angers. L'Université d'Angers qui a les archives du féminisme, donc qui est très sensibilisée à la question du genre. Elle a été très intéressée par le fait de développer un carnet d'hypothèses sur les femmes francophones, les femmes bibliothécaires francophones, avec le seul curseur que nous avons passé, le seul critère que nous avons placé, c'est décédé. Hein, voilà. Et donc, le dictionnaire va ouvrir dans les mois qui viennent. Donc, il sera évidemment alimenté par le master Infocom, mais ouvert à toute publication, hein, à toute personne qui souhaite publier, et ouvert aussi à la francophonie. Québec, Afrique, Belgique, Suisse. Donc, c'est un appel que vous lancez à la Oui. salle et personnes qui nous Voilà. entendent sur la chaîne YouTube dans le monde entier, on y reviendra. francophone. Voilà, dès que le dictionnaire sera, et là, voilà, dans les 2 mois qui viennent, le dictionnaire sera ouvert. Dictionnel. Il va s'appeler Dictionnel. Ah oui, E2L. ES, Dictionnel. Et c'est un projet participatif, alors. Et c'est un projet participatif, oui, qui va être ouvert à tous, avec une modération évidemment, mais contribution on va suivre directe. Ça de près. Voilà, donc, on y reviendra. Sans plus attendre, je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions, oui, je vois que une main se lève. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Votre étude porte sur la période 1900-1950. Il y a quand même 2 événements importants, 2 guerres sur ces périodes. Est-ce que derrière les militantes dont vous avez parlé, il y avait des résistantes? Est-ce que ces femmes bibliothécaires ont eu un rôle particulier sur ces périodes de guerre?
Oui, alors il y a le livre de Martine Poulain, hein, bien sûr, voilà, ce dont d'ailleurs je me suis inspirée, être bibliothécaire sous l'occupation, et j'ai féminisé en fait, hein, donc effectivement, alors sur la Première Guerre mondiale, non, parce qu'il n'y a pas encore de femmes dans les bibliothèques, hein, donc elles prennent la place pendant la Première Guerre mondiale, elles prennent la place de certains hommes qui sont partis en mobilisation. On voit ça à Gap, par exemple, une bibliothèque, une femme qui est nommée parce que le bibliothécaire homme est parti. Par contre, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un chapitre sur les femmes pendant l'occupation. Alors, on connaît beaucoup Yvonne Audon, voilà, qui faisait partie du réseau du Musée de l'Homme, mais il y a aussi, il y a beaucoup d'autres figures. Deborah Lifshitz aussi, qui était ethnologue, et il y a aussi, voilà, le destin des femmes juives bibliothécaires, hein. Certaines qui sont comme Madame Level ou Madame Marix, qui sont donc démises de leur fonction, hein, et donc qui ont des itinéraires particuliers pendant la Seconde Guerre. Madame Bloch aussi, voilà, qui doivent quitter leur poste, hein, qui sont donc voilà, et qui récupèrent ensuite, hein, leur fonction en 1945-1946. Certaines qui décèdent, voilà, qui sont déportées. Peut-être une question en prolongement à propos des femmes américaines qui débarquent après la Première Guerre et qui vont être initiées beaucoup d'innovation en lecture publique et qui vont établir une école. Donc, c'est les suites de la Première Guerre et des régions dévastées. Et on voit à travers l'ouvrage que les femmes françaises sont considérées comme moins capables de prendre la parole. Il y a alors, est-ce que vous avez trouvé des choses et des tensions entre Alors entre après, ce sont ces- les hommes, sont les hommes français qui jugent qui jugent. ces femmes, ces bibliothécaires américaines vraiment, mais prétentieuses et présomptueuses, alors que en fait, j'en ai pas parlé là, mais effectivement, hein, l'aide du CARD en 1917 est un accélérateur de la lecture publique, qui forme plein de femmes, voilà, enfin, qui crée des bibliothèques dans l'est de la France, et qui créent leurs joyeuses, enfin voilà, ils sont moteurs de qui poussent tout un axe de modernisation dans les années 20, voilà, d'arriver d'une nouvelle forme de public library, de bibliothèque ouverte sur un public plus éclairé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Des questions émergent. Vous avez parlé brièvement de bibliothécaires qui auraient voyagé. Est-ce que c'est un profil que vous retrouvez souvent Alors, en fait, ça semble être un facteur d'émancipation importante des femmes. Enfin, Simone de Beauvoir, par exemple, dans le deuxième siècle, dit que le voyage pour les femmes a été un facteur d'émancipation dans les années 30. Et donc, parmi ces bibliothécaires, j'ai trouvé beaucoup de voyageuses, justement. Et donc, je pense que ça corrobore le fait qu'elles qu'elles se sont émancipées, hein, alors ce sont des voyages professionnels, hein. Moi je ne parle pas des voyages privés, parce que ça je n'y ai pas eu accès, parce que il n'y a pas de, sauf Suzanne Briet qui a écrit des mémoires, mais qui sont des mémoires sous la forme d'un abécédaire, donc c'est assez particulier, mais sinon il n'y a pas de mémoire de leur vie personnelle. Donc les voyages que je rapporte, ce ne sont que des voyages professionnels. Alors la Bibliothèque nationale, hein, permettait de faire, il y avait des nombreux échanges professionnels, mais il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. Le voyage aux Amériques, ça pourrait être aussi un sujet d'étude, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de voyageuses, hein, qui partent pour 6 mois, 1 an, qui sont accueillies dans des bibliothèques américaines, mais on va aussi beaucoup en Allemagne, hein, parce que l'Allemagne est très en avance sur tout ce qui concerne la bibliographie. Donc, il y a pas mal de voyages en Allemagne, aussi un petit peu en Italie. Puis après, il y a des échanges avec les instituts français du Caire, d'Espagne, voilà. Et voilà, donc mobiles, des femmes mobiles et souvent plurilingues, du coup, hein. Le corpus porte sur la lecture publique. Est-ce que c'est parce que le monde des bibliothèques académiques leur était fermé, ou est-ce
elles étaient aussi présentes dans les bibliothèques de laboratoire, d'université? Absolument. Je redis, hein, le terme lecture publique dans les années 20, il ne désigne pas que la lecture publique, en fait. Hein. Eugène Morel dit qu'il faut, alors lui, il voulait le terme de librairie publique, qu'il faut trouver, parce qu'à l'époque, c'est bibliothèque populaire. Et bibliothèque populaire, ça a une connotation qui déplaît aux bibliothécaires. Donc, les modernistes, ils cherchent un terme qui corresponde à une bibliothèque ouverte sur tous les publics. Donc, mon corpus, il est bibliothèque spécialisée, bibliothèque nationale, bibliothèque universitaire, voilà. Et j'ai pris ce terme de lecture publique dans son sens premier, hein, quand il naît dans les années 20. Et du coup, tout ce qui est bibliothèque de laboratoire, universitaire, qui est un monde scientifique, académique, peut-être encore plus fermé aux femmes que... Oui, mais j'en ai retrouvé quelques-unes, des bibliothèques, par exemple. Oui, Suzanne Dognon, par exemple, qui est l'épouse de Lucien Febvre, hein, qui crée, qui est la première bibliothécaire à l'école supérieure, à l'ENS, à l'école supérieure de jeunes filles, hein, pas de rue d'Ulm. Est-ce que vous avez d'autres questions? En attendant une autre question, j'ai peut-être une question en attendant sur les femmes, les professionnelles bibliothécaires directrices. Comment sont-elles perçues? Je crois que dans le livre, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés à ce sujet. Donc peut-être vous écoutez là-dessus. Alors, être une femme directrice, ce n'était quand même pas très facile et ce n'était pas très apprécié. Alors, vous lirez, il y a une description de Madame Dupic à Rouen, qui a un chignon qui surveille à 3 heures du matin le gardien, qui interdit... et je pense que ces femmes ont un management très sévère pour se faire respecter. Et ce management très sévère et le stéréotype un peu que l'on peut en tirer ressemble assez à la figure de la bibliothécaire un peu aride que nous avons, qui est véhiculée dans les parodies de bibliothécaires. Ah oui. Je peux lire l'histoire. Donc ça m'a été envoyé par un collègue qui m'a envoyé tout un dossier sur Saint-Brieuc. Alors, on est quand même en 1945. Lors d'une séance du comité d'inspection et d'achat de livres dans la commune de Saint-Brieuc le 19 juillet 1945, l'élu socialiste Pierre Laugueriou expose ses idées sur le recrutement d'un bibliothécaire. Je sais que cette idée de remettre la gestion de la bibliothèque entre les mains d'un personnel exclusivement féminin peut soulever certaines réserves et choquer certains esprits. Mais j'ai le souvenir de bibliothécaires dont le grand âge accusait encore les rigueurs d'un ostracisme arbitraire dans la distribution des livres demandés. J'ai le souvenir de gardiens farouches se précipitant à grand tapage pour interdire aux visiteurs de s'approcher trop près des rayonnages. J'ai le souvenir de lecteurs timides, effrayés lors de leur première visite par l'aspect sévère du monsieur à bonnet noir et aux lunettes descendues sur le bout du nez, énumérant sans sourire les prescriptions réglementaires. Les relations entre les lecteurs et le bibliothécaire exigent avant tout de la part de celui-ci de grandes qualités de tact et une amabilité naturelle. C'est pourquoi je pense qu'un personnel féminin n'est pas contre-indiqué pour présider au destin d'un jardin de lecture. Il écrit ça entre parenthèses. Il saura, entre autres, maintenir une atmosphère de fraîcheur et de netteté qui ne peut manquer de retenir le visiteur éventuel et s'en faire un habitué. Bon, le poste, il est quand même attribué à un homme en 1946. Oui, bonjour Isabelle. Je n'ai pas entendu parler des associations professionnelles. Aujourd'hui, on doit être champion du monde d'associations professionnelles dans le monde du livre, mais à l'époque, il y en avait peu.
On sait que la première présidence féminine, c'est les années 80. Non, Mais- c'est les années 50. 50 C'est déjà. Myriam Fonsin, Voilà, mais ouais. ça rentre pas dans le champ de l'étude. Mais est-ce qu'on peut en parler quand même? Si, Merci. ça rentre dans le champ de l'étude. Enfin, alors, je parle évidemment que de l'Association des bibliothécaires de France, qui est à l'époque la seule, évidemment. Mais donc les femmes, donc je donne les chiffres, hein, les femmes progressent doucement. Il y a une femme, je crois, en 1910, et puis elle progresse doucement. Il y a un document, je ne sais plus si je l'ai mis, mais il y a un document qui date de 1924, qui est une réunion de l'Association des bibliothécaires de France, et en dessous, il y a une phrase « Les dames sont admises ». Donc, ce qui veut dire que, bon, voilà, on autorisait. Mais les hommes dirigent et les hommes sont au discours aussi, hein. Donc, les femmes, elles ne prendront là où on décide, là où on pense, là où on construit. Il y a très peu de femmes. Peut-être en prolongement aussi, je sais que pour Prolotlé, la correspondance de Prolotlé, il y a un gros travail de cartographie de ces correspondances afin d'établir les réseaux de correspondants. Et je me demande si parmi les documents qui ont été retrouvés, il y a une correspondance entre bibliothécaires. Alors, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas d'œuvre collective entre les femmes. Elles peuvent être collègues. On a retrouvé quelques photos de femmes, et voilà, elles peuvent être collègues, elles peuvent travailler ensemble, mais je ne pense pas qu'il y a une sororité quelconque. Enfin, voilà, elles vivent une aventure singulière, personnelle, voilà, et professionnelle. Voilà, elles sont soucieuses de l'intérêt général, soucieuses aussi de leur carrière, mais il n'y a pas d'œuvre féministe. Enfin, il n'y a quasiment pas de traces de féminisme. Mais moi, dans cette période-là, mais parce que l'important, c'est déjà de travailler. Hein. Et puis ensuite, l'autre combat féministe important de ces années-là, c'est quand même le droit de vote. Et les féministes, autres que les bibliothécaires, parce que là, les bibliothécaires, moi, je n'ai pas du tout trouvé de traces d'engagement féministe, elles acceptent de toute façon la partition, hein, parce que ça fait quand même avancer la place des femmes dans le monde du travail. Même si on leur donne une place spécifiquement féminine, eh bien, elles travaillent et elles ont une place. Donc les féministes ne sont pas forcément opposées à ce discours essentialiste. Hein. C'est beaucoup Simone de Beauvoir, hein, après, enfin, et puis dans les années 50, hein, qui va voilà, déconstruire, hein, ce mode de pensée. Est-ce que vous avez encore des questions? Peut-être une intervention, monsieur qui lève le stylo. Bonjour, merci. J'ai deux choses à dire. D'abord, je travaille sur Jean-Pierre Seguin, et donc il est entouré de beaucoup de femmes. Vous parliez de l'après les années 50, 60, 70, donc du coup, moi je sais que dans mon travail, effectivement, il est entouré d'énormément de femmes quand il bâtit la BPI. Donc ça, je serais très intéressé par votre travail sur ce sujet-là, si ça... Après. Ah oui. Et ma vraie question, c'est plutôt sur bâtisseuse de la lecture publique. On a vu qu'elle voyage énormément. L'une d'entre elles ramène des États-Unis l'affiche. Voilà, ma question, c'est, on sait que la lecture publique au début du XXe siècle, c'est pas forcément encore bien défini, ça le sera beaucoup plus par la suite. Est-ce qu'il y a un impact genré, sexué des femmes dans ce domaine? Est-ce qu'elles viennent apporter un éclairage ou une contribution véritablement spécifique dans la définition de la lecture publique? Certainement. La question est difficile. Certainement. Je ne vois pas comment je pourrais le prouver. Par contre, hein. Si je dois y répondre, il faudrait que j'ai des documents qui... et les femmes, je dis, sont au travail. Elles ne sont pas à la conception de ce qui va... Elles ne sont pas tant que ça dans tous les... Parce que
entre 1920 et 1945, on réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de congrès, de commissions. Il y a très peu de femmes. Hein. Alors, il y en a quelques-unes, voilà, mais 5-6%. Voilà, une dans les jurys. Enfin, elles sont très peu nombreuses. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit elles qui construisent ce qui va devenir la direction des bibliothèques et de la lecture publique en 1945. Hein. Je pense qu'elles sont plus à la tâche, donc à l'expérimentation sur le terrain, qu'à la conception de ce que mènent les... Voilà, dans toutes les commissions, elles sont que masculines. Hein. C'est une question qui est peut-être un peu redondante avec celle qui vient d'être posée. Il me semble que vous avez employé le terme d'innovation dans l'introduction de la table ronde. En quoi ces femmes étaient un facteur d'innovation? Sur quoi portait l'innovation? Alors, il y a des grands, il y a des choses qui sont assez connues, comme Yvonne Oudon, par exemple, qui crée la bibliothèque du Musée de l'Homme en 1937, qui est la première bibliothèque à la fois spécialisée et de lecture publique. Elle a passé 2 ans aux États-Unis, elle s'inspire. Elle a Paul Rivet, qui est le directeur du Musée de l'Homme, qui veut faire un musée innovant. Et dans ce musée innovant, un musée innovant et populaire, et dans ce musée innovant, il faut qu'il y ait une bibliothèque qui est sur une terrasse. C'est pas le projet, c'est pas qu'elle soit sur la terrasse, mais enfin, elle est ouverte au monde, cette bibliothèque. Bon, il y a Germaine, je l'implique, qui est un peu à la fin de la période, qui est la première à créer une discothèque à Châlons, tu dois connaître. Voilà, qui est la première à créer une discothèque. Bon, bien sûr, il y a, elles expérimentent, hein, elles expérimentent et elles portent des innovations. Alors, évidemment, les sections jeunesse et quand même dans les années 60 et même encore après, hein, les sections jeunesse, c'est quand même quelque chose de très important dans le développement des bibliothèques municipales, et ça, c'est entièrement porté par des femmes. Hein. Les hommes ne s'en occupent pas. Hein. Et le profil de Suzanne Brier, ça sort tellement du lot. Mais c'est là on voit une réflexion, véritable réflexion, une tentative de... alors, est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que de faire concilier les perspectives en documentation et en lecture publique et voilà. Oui, alors il y a beaucoup de femmes aussi qui sont qui font un travail qui relie les collections à leur diffusion. Hein. Bon, dans la tradition du bibliothécaire, c'est quand même au XIXe siècle, c'est un érudit spécialiste qui creuse son sillon dans sa spécialité, en fait. Hein, Là, il y a beaucoup de femmes. Bon, il y a Briet, il y a Malclès à la Sorbonne, et elles conçoivent les premières salles de référence, hein, ce qu'on appelle, où effectivement on va donner des bibliographies, on va essayer d'aider le lecteur à trouver sa recherche. D'ailleurs, il y a dans les arguments très misogynes pour l'arrivée des femmes dans les bibliothèques, il y a Antoine Bonnefoy, hein, qui dit que un homme est mis mal à l'aise quand on lui pose des questions sur un sujet. Enfin, lui, il est là pour chercher, il n'est pas là pour rendre service et pour aider un chercheur. Et donc, du coup, les femmes, elles sont bien plus adaptées à accompagner le lecteur vers la recherche, parce que l'homme, lui, il n'est fait que pour approfondir la recherche qu'il doit mener, mais pas pour rendre service. Elle est assez connue, hein, Antoine de Bonnefoy, 1914, je crois, 1920, les carrières féminines. Est-ce que vous avez une dernière question, une dernière remarque? Il n'y a pas rien à voir quand même. Le dictionnel, il sera hébergé par l'ENSIB ou ailleurs? Non, pas du tout. Le dictionnaire, il sera hébergé il est créé par l'Université d'Angers. D'accord. Parce que en fait, je pensais à l'abécédaire de Christian Jacob, et qui a pris du temps, mais qui est un instrument intellectuel extraordinaire. Et de temps en temps, je dois le dire, je vais sur l'abécédaire parce que on y trouve des renseignements absolument invraisemblables. Et je faisais le lien avec le dictionnel
mais il ne sera pas hébergé sur le site de la maison mère. Oui, et puis il a un périmètre Oui. qui est défini. Excusez-moi, vous n'arriverez pas à conclure. Vous avez parlé de beaucoup de trajectoires individuelles. Je me demandais s'il y avait des espèces de, comment dire ça, pas de réseau, mais d'influence réciproque. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont essayer de porter d'autres femmes, etc. Ou est-ce que c'est vraiment plutôt une mosaïque d'individualités qui se crée de part et d'autre? Selon moi, c'est plutôt une mosaïque d'individualité. On sent pas. Alors après, voilà, elles travaillent ensemble. Je pense qu'il y a des moments où il y a quand même beaucoup de femmes qui sont même qui peuvent avoir des postes intermédiaires, mais non, il y a pas. Après, c'est les lieux associatifs, et les lieux associatifs sont portés par des hommes. Enfin, les lieux du discours et les lieux de la décision me semblent masculins. Et il n'y a pas il n'y a pas alors il y a certainement mais c'est pas elles qui font les recrutements. Enfin, et il y a peu de directrices, il y en a quelques-unes. Est-ce qu'elles favorisent le recrutement de femmes? Il faudra enquêter. Il faudra enquêter, justement. Enfin, quand je dis qu'il peut y avoir, ce serait intéressant d'avoir une recherche sur les déroulements de carrière. Donc de voir dans différents lieux, de comparer les arrivées des différents bibliothécaires et voir comment ils progressent, voir est-ce que, par exemple, il y a plus de femmes qui sont recrutées à partir du moment où une femme arrive. Ça, moi, je l'ai pas vérifié. Mais j'ai pas l'impression. Pour moi, il y a une. Et d'ailleurs, il y a eu quelques interviews, par exemple, de Suzanne Briet ce que dit c'est René Lemaître qui l'a interviewée, et elle dit qu'elle se pensait vraiment en aventure singulière, enfin, et même elle ne voulait pas se revendiquer en tant que femme, voilà, hein, et d'une grande modestie aussi. Vous souhaitez encore répondre? Vous avez vraiment la parole, c'est vraiment l'enjeu de ces rencontres. Donc n'hésitez pas, on prend le temps qu'il faut. Oui, parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les relations entre Julien Quin et les femmes qu'il a pu côtoyer? J'ai vu que dans le livre qui est passé, que vous aviez accès je ne sais plus comment ça s'appelle, mais aux sources. Voilà, c'est ça, au dossier de carrière. Voilà, moi je voulais savoir, la figure de Julien Quin m'intéresse, et qu'est-ce que vous avez pu, qu'est-ce qu'on peut en dire des relations qu'il a pu avec les femmes? J'ai l'impression quand même que, alors il était très attentif à son personnel, hein, il devait être d'ailleurs tout aussi attentif au personnel masculin, hein, mais moi je perçois une ambiance bienveillante, presque chaleureuse. Là, bon, elle est en Chine, donc elle écrit forcément à l'administrateur, mais il y a par exemple un extrait d'un courrier de Madeleine Chabrier qui est en vacances. Il n'est pas là, hein, qui est en vacances. Et elle est en vacances dans un hôtel où Julien Quin a été avec sa femme, et donc voilà, elle lui écrit de ses vacances. Et puis elle parle du travail parce qu'elle est en vacances, mais elle prépare l'exposition sur un site. Donc de ces courriers, donc ça serait intéressant parce que vraiment d'ailleurs d'étudier les rapports de Julien Quin avec son personnel. Il y a les correspondances avec sa femme qui sont étudiées, qui sont diffusées pendant la guerre. Mais là, il y a vraiment un vivier de courriers qui est... alors, on n'a pas les réponses de Julien Quin, par contre, dans les courriers. Dans les dossiers. On n'a que les lettres envoyées par le personnel, mais on n'a pas. Mais on voit que ça a été lu, parce que c'est souligné. Alors parfois, il y a des annotations sur le côté, où il peut y avoir aussi des notes de sa main. Par exemple, quand Simone Pétrement, elle demande un congé pour rédiger une biographie à avis favorable. Voilà. Donc c'est une impression. Oui.
il était tenu au courant du voyage aux États-Unis de Ah ben bien sûr, D'accord. alors ce sont des voyages professionnels, hein. Hélène Frémont, elle est envoyée par la Bibliothèque nationale. Quand elle part en 1935, en fait, il y a un courrier avant dit depuis Eugène Morel, quasiment personne de la Bibliothèque nationale n'est parti aux États-Unis. Envoyons Hélène Frémont, et Hélène Frémont part plusieurs mois, et elle n'aime pas du tout les bibliothécaires américains. Elle n'aime pas du tout la manière dont ils fonctionnent. Et à la fin, elle dit, mais qu'est-ce que je suis heureuse de revenir dans l'hémicycle et de m'installer avec vous et de revenir à la Bibliothèque nationale. Et beaucoup d'Américains aimeraient bien me suivre. Elle a quand même pris le temps de vraiment explorer de fond en comble. Oui, elle fait, et elle dit, elle a une overdose de bibliothèque. Je ne sais plus combien de temps elle y reste, mais elle dit, je fais une overdose de bibliothèque. Et elle a fait de l'Est en Ouest. Hein. Ouais, elle a fait tous les États-Unis, loué une voiture, partie toute seule. Enfin, à l'époque, il y a 20% des femmes qui conduisent. Hein. Et donc, elle loue une voiture, elle part. Est-ce qu'il y a des restitutions de ces voyages ou est-ce que la correspondance Oui, sert de... C'est ça. Alors, c'est il ça, doit le rapport, si, il y a ça normalement. Elle dit dans ses lettres que elle doit écrire un rapport. Voilà. Après, les rapports doivent y être certainement dans les. Je ne les ai pas consultés. Dans les archives de la Bibliothèque nationale, il y a certainement les rapports qu'elles ont faits à la suite de leur voyage, puisque quand il y avait des voyages, les femmes, enfin le personnel, comme toujours d'ailleurs, devait faire un rapport. Hein. Bon, je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie infiniment nos intervenantes, Suzanne Kovacs et Isabelle Antonucci, d'avoir accepté de se prêter au jeu de ce dialogue à l'occasion de notre soirée de lancement de cet ouvrage, dont je rappelle le titre, Bâtisseuse de la lecture publique, une histoire des premières bibliothécaires 1900-1950, avec une préface d'Arlette Farge. Donc, c'est une immense chance d'avoir une préface d'Arlette Farge. Je vous rappelle également que nous avons un stand des éditions et notamment qui met en valeur l'ouvrage à la sortie de l'amphithéâtre. Vous avez également l'exposition à votre disposition à gauche, sur le mur à gauche. Vous avez également, donc, le livre est disponible dans les librairies. Il est donc disponible. Vous pouvez vous le procurer. Et sur Open Edition Books, pour les étudiants de l'ENSIB, c'est accessible via Passerelle. Donc, je vous remercie à toutes et à tous. Je remercie l'équipe d'organisation, l'équipe du pôle édition, Noël Dronial-André, Camille Sorange, Ilyes Gersa et notre directrice Nathalie Marceau-Ramel. À bientôt.